Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à parler de ce nouveau chapitre des maladies digestives. Alors, j'ai des conflits d'intérêts et tout d'abord, quelques éléments sur la définition du mot, l'immunothérapie. En fait, l'immunothérapie, c'est un mot dans lequel on peut mettre plusieurs choses. Il y a les CAR-T-cells, il y a les vaccins qui commencent à faire leur chemin, l'un et l'autre, mais qui ont peu d'effets indésirables gastro-intestinaux. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, ou immune checkpoint inhibitors, qui sont le fruit en fait d'une recherche académique qui a été menée à Houston par James Allison et par Tazuko Honjo à Kyoto, les deux ayant été couronnés du prix Nobel en 2018. Alors, quel est le principe, en fait, de ces inhibiteurs de points de contrôle immunitaire? C'est un principe très simple qui est fondé sur l'idée d'inhiber des inhibiteurs. Vous vous souvenez que quand la réaction immunitaire se produit, les antigènes, ça peut être les antigènes infectieux ou les antigènes tumoraux, sont digérés par les cellules présentatrices d'antigènes, les cellules dendritiques, les macrophages, et sont présentés aux lymphocytes T par une interaction moléculaire qui fait intervenir du côté des cellules présentatrices d'antigènes les peptides antigéniques restreints en CMH de classe 2 et du côté du lymphocyte T, les récepteurs T. Et puis à côté de ce premier signal, vous avez des seconds signaux qui peuvent moduler, dans le sens d'une augmentation ou au contraire d'une diminution, l'ampleur, la durée de l'activation lymphocytaire T. Donc ces systèmes, il y en a plusieurs, et en particulier celui du CTLA4, qui est donc une molécule qui limite l'activation des lymphocytes T. Si vous inhibez cette CTLA4, vous allez cesser d'inhiber l'activation lymphocytaire et donc vous allez activer les lymphocytes tous azimuts. Et cette réaction se produit à peu près partout, y compris dans les ganglions, alors qu'au niveau du PD-1 et du PDL1, c'est à peu près pareil, mais ça se passe dans le lit de la tumeur. Donc l'intérêt de tout ça, de toute cette recherche, c'est de ces deux chercheurs, ils ont compris que ces molécules, le CTLA4 d'une part et le système PD1, PDL1, jouent un rôle clé dans la défense immunitaire antitumorale, et donc ça a été à l'origine de la conception, puis de l'utilisation massive désormais des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. Alors il y a deux familles de molécules, ou plutôt trois, les anti-CTLA4 représentés principalement par l'ipilimumab, les anti-PD-1 et PDL1 avec comme chef de file le pembrolizumab et le nivolumab. Vous voyez ici un tableau non exhaustif qui résume l'efficacité de ces familles de molécules dans différentes localisations, les deux premières ayant été le mélanome et le cancer bronchique non à petites cellules. Et vous voyez aussi sur la colonne qui est située à l'extrême droite que la combinaison de ces deux traitements a une efficacité très remarquable dans certaines de ces localisations, notamment dans le mélanome. Malheureusement, tout se paye en termes de toxicité et il y a aussi beaucoup de toxicités qui sont liées à des effets indésirables immuno-induits. Et vous voyez qu'il y a une certaine spécificité. Par exemple, la toxicité gastro-intestinale, et ce sera un des fils rouges de cette présentation, est plus fréquente et plus sévère avec l'anti-CTLA4 qu'avec l'anti-PD-1, alors que l'inverse est observé pour le diabète, par exemple, ou pour la pneumopathie, où les toxicités sont plus sévères avec les anti-PD-1 qu'avec l'anti-CTLA4. Évidemment, si vous additionnez les deux produits, eh bien, vous avez une additivité donc des toxicités, comme vous pouvez avoir une additivité de l'efficacité. Quelques mots de fréquence, et on revient sur on insiste, on appuie sur cette première notion, puisque vous voyez qu'il y a à peu près un tiers des patients qui ont la diarrhée sous anti-CTLA4 versus 13% avec les anti-PD-1. Le taux de colite est de 8% et de 1% dans cette méta-analyse. En termes de fréquence par rapport aux autres complications des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, vous avez ici un tableau qui parle de lui-même. Les colites sont fréquentes, un taux de mortalité qui est faible, mais étant donné que ça représente un volume important de malades, les malades qui décèdent de colite ne sont pas rares. À l'autre extrémité du spectre, vous voyez la myocardite qui est rare, mais avec un taux de mortalité qui est effroyablement élevé, mais qui tend à diminuer avec les nouveaux traitements. Un point particulier, c'est que ces patients qui ont des colites peuvent avoir d'autres atteintes associées, qui devront être systématiquement recherchées. Ils ne se présentent pas comme des malades qui ont une rectocolite ancienne, etc., chez qui
on se contente de traiter l'inflammation au niveau de l'intestin, mais vous voyez qu'il faudra rechercher et le cas échéant traiter les atteintes pulmonaires, hypophysaires, neurologiques, surrénaliennes, pas toujours évident ni facile à diagnostiquer. Par exemple, l'atteinte surrénalienne, il faut y penser. La présentation clinique, les symptômes sont dominés par la diarrhée, qui est le maître symptôme. Il y a évidemment des douleurs abdominales, parfois des rectorragies et de la fièvre. Il y a des formes sévères, caractérisées par des colites aiguës graves, avec déshydratation, mégacolon et parfois perforation. Et là, le retard diagnostique ou thérapeutique joue un rôle clé. Plus on attend, ou plus les malades sont traités par des médicaments inutiles, et plus on se retrouve confronté à des difficultés ou à des complications. Alors, il est important d'avoir en tête la CTCAE, la version 4, donc c'est celle qui est utilisée par les oncologues, et c'est leur langage. C'est pas très difficile. Grade 1, c'est une augmentation du nombre de selles inférieure à 4 par jour. Grade 2, 4 à 6 par jour. Grade 3, supérieur à 6 par jour, avec ou sans incontinence et hospitalisation. Grade 4, menace du pronostic vital. Donc la diarrhée sévère est définie par un grade 3 ou 4, mais ça peut être aussi un grade 1 ou 2 majoré par des items tels que déshydratation, fièvre, tachycardie ou rectorragie. Alors, il y a des recommandations qui sont parues là-dessus. La place de l'endoscopie, là encore, c'est important pour les oncologues qui ont tendance à traiter les malades eux-mêmes. Il faut savoir que lorsqu'on a une diarrhée ou une entérocolite supérieure à grade 1, l'endoscopie est recommandée. Les lésions élémentaires, on va les voir, mais c'est des choses qui sont bien connues, l'érythème, les érosions, les ulcérations. Il faut savoir aussi qu'il y a une muqueuse qui est optiquement normale chez 40% des patients avec un grade clinique supérieur à 1, mais chez ces malades, il faudra chercher une inflammation microscopique. S'il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est que c'est pas ça. Ça peut être plein d'autres choses. Et l'endoscopie a également un intérêt pronostique parce que la présence d'ulcération profonde et une atteinte étendue en amont de l'angle splénique est associée à un recours aux immunosuppresseurs, donc après l'échec des corticoïdes, sont liés à un échec des corticoïdes. Voilà un travail qui est déjà ancien, mais qui est toujours actuel parce qu'il a bien décrit le phénotype de ces malades. Et vous voyez que tous les segments du côlon peuvent être atteints, l'iléon aussi, souvent en association avec une atteinte colique, mais parfois de manière isolée, de même qu'il existe des jéjunites aux immune checkpoint inhibiteurs. Le plus souvent, c'est une atteinte étendue, il y a souvent des intervalles de muqueuse saine. Bref, ça se présente souvent un petit peu comme une colite inclassée. Voilà quelques lésions élémentaires. Perte de vascularisation, érosion, ulcération plus ou moins profonde. Et voilà un patient qui avait donc une colite aux immune checkpoint et qui a récidivé à la diminution des corticoïdes. On lui a refait une endoscopie et il avait en fait une colite pseudomembraneuse. Donc attention, c'est pas parce qu'un patient a de la diarrhée sous immune checkpoint inhibiteur qu'il y a un lien de causalité entre les deux. Pour les anti-PD-1, les présentations sont plus variées, mais il y a aussi des présentations d'entérocolites qui sont très proches des entérocolites aux anti-STLA4. Vous voyez ici une image de scanner qui parle d'elle-même, tout comme l'image d'endoscopie. En termes de biopsie, c'est essentiellement de la colite aiguë, quelques cas de colite chronique. D'ailleurs, il y a des formes qui évoluent vers la chronicité. On l'a étudié dans un article qui est soumis pour publication et on estime qu'il y a à peu près 10% des patients qui évoluent vers la chronicité, indépendamment de la réinjection de la reprise d'inhibiteurs de point de contrôle immunitaire. Les diagnostics différentiels, les infections tout d'abord, et donc ce qui rend nécessaire la réalisation d'une coproculture et de la toxine du Clostridioides difficile chez tous les patients qui sont sous immune checkpoint inhibiteur et qui ont la diarrhée. Mais il y a une nouvelle entité qu'on a décrite l'année dernière, qui sont les colites à l'encorafénib et binimetinib, des BRAF/MEK inhibiteurs qui sont prescrits larga manu par les dermatologues, qui marchent très bien chez les patients qui ont des mutations de BRAF, les patients avec mélanome. Et on a rapporté donc une série de 10 malades qui décrit cette nouvelle entité. Vous voyez, c'est pas rien. Hein. Regardez le scanner de droite, l'importance de l'épaississement du côlon à droite. Cette patiente a été opérée en urgence. Et à gauche, c'est une image typique d'endoscopie. Donc des ulcérations à l'emporte-pièce en muqueuse plane au niveau du côlon droit. C'est en fait la première série, il y en a 10, mais depuis on en a vu beaucoup. Et donc c'est un des messages clés
de cette communication, de connaître cette entité et d'y penser lorsqu'elle se présente, parce qu'elle peut être extrêmement grave. Et la première chose à faire, c'est d'arrêter immédiatement le produit. En général, ça régresse quand c'est pas trop tard. Malheureusement, ce qui est arrivé à une patiente qui est décédée de cette colite parce que le traitement a été poursuivi alors que les médecins qui s'en occupaient ont fait de leur mieux, mais ignoraient que cela exista. Le scanner abdominal peu sensible, donc peu utile, juste pour les complications, et on a vu les principales images élémentaires. On va passer au traitement des entérocolites. Et on va résumer les choses pour éviter de faire défiler des diapositives avec des différentes séries par une méta-analyse. Pour ce qui est des corticoïdes, 33 études, plus de 1000 patients, réponse aux corticoïdes 59%, mais une hétérogénéité significative entre les études, parce qu'en fait, le mot de réponse est un mot valise. Est-ce que c'est une réponse complète, incomplète, prolongée, non prolongée, clinique, endoscopique? Donc il y a une grande hétérogénéité. L'infliximab, déjà on change de catégorie, 17 études, un peu plus de 300 patients, réponse à l'infliximab, 80% des malades. Bon, il est clair que l'infliximab a une efficacité remarquable dans cette indication, mais là encore, une hétérogénéité significative qui tient une nouvelle fois au fait que le mot de réponse est un mot valise. Le vedolizumab, on baisse encore, 3 études, 50 patients, une réponse à 85%. Dans notre expérience, le vedolizumab n'est pas très efficace dans les colites sévères. Alors, il y a des guidelines, il y en a au moins 4 ou 5. On va prendre les guidelines européennes qui ont été remises à jour en 2022 et qui sont assez simples. Je pense que pour un gastro-entérologue, ce n'est pas très nouveau. Pour les diarrhées de grade 1, là encore, les recommandations sont fondées sur le CTCAE version 4. C'est un traitement symptomatique et on peut maintenir tout à fait les immune checkpoint inhibiteurs et on se donne une quinzaine de jours. Quand on est au grade 2, il faut faire le bilan que je vous ai montré rapidement en insistant sur l'endoscopie mais aussi sur le quantiféron. Et dans ce cas-là, malheureusement, il faut arrêter les immune checkpoints et débuter une corticothérapie orale et on se donne 5 à 7 jours. Grade 3, donc on l'a vu, une augmentation de plus de 6 selles par rapport au transit de base. Le patient doit être hospitalisé. On commence par les corticoïdes IV, 3 à 5 jours. En cas de réponse, on diminue sur 4 à 8 semaines. Les Américains qui ont fait partie de cette conférence de consensus ont des durées de corticothérapie qui sont très faibles. En cas d'échec primaire ou en cas d'échec secondaire, c'est-à-dire la diminution des doses de corticoïdes, c'est l'infliximab ou le vedolizumab. Alors, environ la moitié des patients répondent aux corticoïdes seuls, 41% nécessitent l'emploi de l'infliximab et 11% sont réfractaires à l'infliximab. Et pour ces rares cas, on le verra, il y a quelques mini-séries sur d'autres traitements. Et puis, quelques malades ont besoin d'être colectomisés. Antoine Brouquet peut vous en dire plus, d'ailleurs, s'il y a des questions sur ce problème des colectomies en urgence. C'est une notion qui est toute nouvelle. Alors, un mot sur une controverse qui agite le tout petit monde des personnes qui s'intéressent aux toxicités gastro-intestinales des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. Il y a une étude en population néerlandaise qui est parue dans un grand journal qui montre une diminution du taux de survie chez les patients qui ont reçu des immunosuppresseurs de deuxième ligne, comme l'infliximab, pour une toxicité gastro-intestinale ou autre, provoquée par les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. C'est une étude en population, 350 patients, et cette diminution de la survie porte sur la survie globale, mais aussi sur la survie sans progression. Voilà, donc il y a un débat là-dessus, une controverse qui porte sur des questions très techniques, comme par exemple celle du biais d'immortalité. Un mot sur la transplantation fécale pour dire qu'il y a une dysbiose dans les colites à l'ipilimumab. Il y en a aussi dans les colites aux anti-PD-1, qui est caractérisée par une diminution de la diversité par rapport à la baseline et la diminution des proportions de familles, de genres, de souches qui appartiennent au phylum Firmicutes. Et je vous en dis un petit mot parce que, à côté des autres traitements, ustekinumab, JAK inhibiteur, qui peuvent être efficaces après échec de l'infliximab, il y a un groupe qui défend la transplantation fécale
et qui présente des résultats qui suggèrent que c'est très remarquable, y compris chez EMAD avec colite sévère. C'est le groupe de Houston, du MD Anderson, 12 patients, 10 réponses cliniques, et y compris dans des formes avec des ulcérations profondes, et une association entre la réponse à la transplantation fécale et à la correction de la dysbiose. Une question que les oncologues vont vous poser souvent, c'est peut-on reprendre les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire chez les malades qui ont une entérocolite? C'est une question qui est très difficile parce que y a la question du cancer derrière. Alors, lorsque vous avez eu une entérocolite sous combothérapie, anti-PD-1, anti-STLA4, la réponse est oui dans la majorité des cas, comme le montre cette figure qui se passe de commentaires. On a étudié, nous, cette question et on a mis en évidence le fait que lorsqu'on reprend un anti-STLA4, il y a davantage de récidives que lorsqu'on reprend un anti-PD-1. C'est une nouvelle fois l'illustration de la toxicité plus sévère des anti-STLA4 comparativement aux anti-PD-1. Alors, si on compile toutes les données qui existent sur cette question, en gros, un tiers des patients récidives après reprise des immune checkpoint inhibiteurs, les facteurs de risque, c'est les anti-STLA4 en deuxième ligne, ou une forme sévère la première fois, immunosuppresseurs et longue durée d'évolution. Nous, personnellement, on ne contre-indique jamais la reprise de l'immunothérapie et on en discute avec les oncologues. Il y a différentes façons de faire. En revanche, on contre-indique la reprise de l'encorafenib, binimetinib, mais ce n'est pas une immunothérapie, c'est un peu hors sujet. Enfin, dans quelques cas de difficultés vraiment très importantes, c'est-à-dire chez des patients qui ont une tumeur, qui ont fait une entérocolite sévère et chez qui il faut absolument reprendre l'immunothérapie parce qu'il n'y a pas d'autre choix, on peut être amené à discuter ou à proposer un traitement préventif des rechutes par infliximab ou vedolizumab. Il y a d'autres présentations, quelques fissures ou fistules anales, seules ou associées le plus souvent à des entérocolites, des neuropathies entériques, des types pseudo-obstructions et puis des colites microscopiques, collagènes ou lymphocytaires qui sont un peu plus difficiles à soigner que les colites hors contexte immune checkpoint inhibiteur. En conclusion, donc, les entérocolites induites par les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire présentent de nombreuses similitudes avec les maladies inflammatoires chroniques des intestins, mais je voudrais insister sur des différences. La physiopathologie est assez différente, les malades sont plus sévères, plus âgés, plus fragiles. Et puis il y a le cancer, donc un dialogue constant avec l'oncologue qui pose la question du maniement des immunosuppresseurs dans ce contexte et la question difficile de la reprise des immune checkpoint inhibiteurs. Je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué et qui travaillent avec nous dans ce groupe et vous dire que nous allons ouvrir donc le centre de référence et de diagnostic des traitements des complications entérocoliques liées aux immune checkpoint inhibiteurs avec une RCP nationale, des avis en urgence et de la recherche clinique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour cette très belle présentation et qui nous donne une belle idée des manifestations colorectales chez les patients sous immunothérapie qu'on découvre avec ces nouveaux traitements. Alors, une question. Le micro n'a plus de pile, on dirait bien. Moi, j'ai une question hors sujet. Les lésions gastriques. Les lésions gastriques sont moins fréquentes que les lésions entérocoliques. C'est là le rôle du microbiote dans l'initiation de cette... on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, mais le microbiote gastrique est moins riche que le microbiote intestinal. Elles sont moins fréquentes, elles sont associées à une toxicité intestinale 1 fois sur 2, et elles répondent c'est le même traitement que les lésions intestinales, à peu près. Pensez à un diagnostic différentiel, c'est l'insuffisance surrénale. C'est un piège... Une dernière question, on est presque à l'heure. Très bien. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Une question pour les anti-TNF. C'est parfois des patients qui ont un cancer actif. Et là, je comprends très bien, il faut contrôler la maladie. Mais qu'en est-il sur la récidive ou l'évolution qui est pas bien du cancer, en fait, primitif, avec l'anti-TNF ou les autres biothérapies? Vous voulez dire, faut-il employer les anti-TNF chez les malades qui ont reçu des immune checkpoints en adjuvant, c'est ça? C'est ça. Et parfois, on est amené
donner de l'anti-TNF en fait, alors qu'il y a un cancer qui est actif et, Ouais. et ça c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut pas se limiter juste la cortico et sinon opérer ces patients et ne pas balancer l'anti-TNF? C'est une question. Oui, bien sûr. Oui, la question est tout à fait pertinente, mais dans la pratique, non, ça ne marche pas. Les malades. Et puis en plus, très souvent, les anti-TNF, l'infliximab a une efficacité quasiment magique dans cette maladie. C'est vraiment très. Sur la question de la survie, c'est vraiment controversé. Je vous invite à lire toute une correspondance là-dessus dans le JCO. C'est trop difficile de faire le tour de la question, mais il y a une question de biais d'immortalité. C'est une étude observationnelle, donc on ne peut pas conclure que l'infliximab diminue la survie, ni même la survie sans récidive chez les malades qui ont un traitement par immune checkpoint inhibiteur, d'autant plus qu'il y a un facteur confondant qui est la non-reprise des immune checkpoints chez les malades qui ont reçu des anti-TNF. Nous, on ne contre-indique jamais la reprise des immune checkpoint inhibiteurs. Par contre, on discute avec les oncologues des modalités de la reprise. Quelles molécules et avec quelles conditions, quelle surveillance et éventuellement quel traitement préventif de la rechute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.